Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de la deuxième saison de Cold Facts. Un épisode sous forme de bilan intermédiaire après plus d'un tiers du championnat. On vous a posé la question sur les réseaux, quels étaient vos tops et vos flops. On va y revenir et les confronter avec les nôtres. Et puis après, on se permettra de faire un peu la même chose, mais sur les 4 clubs, à savoir Bienne, Lausanne, Genève et Fribourg. Et puis ensuite, on terminera par un petit détour américain pour parler de NHL. Salut Greg. Salut Jean-Fred, petite pause en perspective. T'en as vraiment besoin, toi qui étais en vacances il n'y a pas longtemps? Je me fais assez reprocher ça, hein. J'ai l'impression qu'on n'a plus le droit. N'empêche que tu sais qu'on doit déjà donner nos vœux pour les vacances de l'année prochaine. Et je suis en train de me dire qu'il ne faut absolument pas que je prenne jusqu'au mois de mai, quoi. Exclu, il y a Colfax. Voilà, c'est ça. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux avant cet épisode de savoir quels étaient vos 3 tops, vos 3 flops jusqu'à présent. Et puis on a un peu repris ce qui ressortait le plus de ce classement et puis 2-3 trucs qui nous ont fait sourire. Donc au niveau des tops, alors Gregory Hoffman, grand vainqueur, 25 voix. C'est difficile de vous en vouloir de l'avoir plébiscité tellement il est impressionnant. Et moi j'aime bien réfléchir au top et au flop en fonction des attentes qu'on a avant la saison sur tel ou tel joueur. C'est ce que je voulais faire aussi après quand on... Et lui, les attentes sont très élevées et malgré tout, il est plébiscité. Donc ça prouve à quel point il fait un début de saison incroyable. Dominique Egli, 22 voix. On a l'impression que c'est Hockey Manager qui parle, mais au-delà de ça, on rigole. Mais Dominique Egli a été franchement très bon en ce début de saison. Rien que pour dire au niveau des stats, j'ai juste un petit peu regardé pour pas dire de bêtises, c'est en goal for sur 60 minutes, donc ce qu'il pourrait marquer ou ce que son équipe pourrait marquer quand il est sur la glace, on est à 3,76 buts. Et en goal encaissé, sur cette même base, on est à 1,61. Donc franchement, ce plus, un peu plus de plus 2 est vraiment très intéressant et valide complètement le fait que c'est pas seulement Hockey Manager et parce qu'il met des points que Dominique Egli est bon. Ceux qui écoutent Colfax de longue date savent qu'on plébiscitait Dominique Egli à Cloton quand Cloton était relégué, que c'était le joueur à aller chercher en urgence avec ses 19 ans, que c'était un potentiel bon joueur de National League. Mais là, il dépasse aussi ce que moi je pouvais attendre. Là, il a été top scorer de Rapperswil. Là, il s'est fait piquer le casque par Wellman récemment. Mais malgré tout, il a le même nombre de points que lui. Il a plus de points en 19 matchs que depuis le début de sa carrière en National League. C'est vraiment dommage que Bienne n'ait pas eu la place pour le faire jouer la saison dernière. Comme on l'a dit la semaine dernière, Yanis Moser a explosé. Et ça pas dans le même registre, mais... Pas dans le même registre, mais il a grappillé du temps de jeu à Dominique Egli qui a dû s'en aller ailleurs. Puis c'est là où Rapperswil a flairé le bon coup en l'engageant. Mais d'ailleurs, je me demande si, en parlant de développement de joueurs, est-ce que si finalement c'était pas écrit que c'était très difficile de développer 2 défenseurs top 6, on va dire. Complètement. Ça veut dire que il reste plus que 4 autres routiniers. Et surtout que Dominique Egli fait ses points en powerplay aussi parce qu'il tient un des 2 powerplay. À Bienne, les places étaient aussi un petit peu occupées. Là, cette année, avec Radgeb, d'autant plus. Donc, c'est sûr qu'il n'avait aucun avenir à Bienne. Donc, à Rapperswil, il a vraiment tout pour bien faire et il en profite parce qu'avoir l'opportunité, le temps de jeu nécessaire, c'est une chose, mais savoir l'utiliser à bon escient, 19 matchs, 16 points. Quoi. Chapeau. Ouais. Et puis aussi, vraiment, il est pas ridicule. Rapperswil n'encaisse pas des buts quand il est sur la glace. Défensivement très solide, Rapperswil, on l'a déjà dit et répété, mais on le redit encore, c'est pas le livret de 3 avec Rapperswil, on rajoute 3 points au classement, vraiment pas. Garrett Rowe, 14 voix, complètement normal vu le début de saison de Zurich. D'ailleurs, Zurich qui est aussi plébiscité, c'est 10 voix. J'ai mis un petit peu ensemble Zurich et Grunborg. Ça se répartit, je crois que c'était 7-3. Un peu de la même manière que Davos-Volven, on est à 7 voix en tout. Qui vous saluez le bon début de saison de Davos. Smirnovs, 10 voix. Le Coultre, 7 voix. Genève et Aimont, 5 voix. Là aussi, on voit qu'on a... En fait, Genève, Zurich, Davos, c'est les 3 équipes. C'est les bonnes surprises de ce début de championnat. Surprise oui et non. Zurich, on s'attendait à ce qu'il soit fort. Mais à ce point dominant, honnêtement... On a quand même, à raison, un petit bémol à mettre sur Grunborg. Est-ce que, oui, double champion du monde avec la Suède, mais jamais de club. Donc, pas forcément... un blanc-seing que tu allais lui donner en disant « Oh, c'est bon, ils vont tout déchirer ». Non, clairement. Mais là, Garrett Rowe, quoi,
franchement, Zug, alors ça va, ils sont pas à plaindre cette saison niveau étranger, hein, bien au contraire. Mais je me dis quand même, ils ont laissé partir Gareth Rowe, quoi. Quand tu vois ce qu'il est en train de faire à Zurich, et puis je me demande s'ils l'ont pas en travers de la gorge. Pius Souter et Baumgartner encore, qui font partie de 10 voix pour Souter, 7 voix pour Baumgartner, qui font partie aussi de ces joueurs mis en avant dans les équipes dont on vient de parler, donc Zurich et Davos. Et puis, des choses qui m'ont fait sourire, qui vont te faire sourire forcément, dans les tops, c'est les caméras au-dessus des buts. Oui. Et spoiler alert pour moi aussi. Franchement, je trouve que c'est vraiment enfin, et bravo à la Ligue d'avoir quand même mis ça en place. Pas partout, pas encore partout. La saison prochaine, comme ça sera vraiment effectif, ce sera super. Quelqu'un qui a mis les community managers des clubs, donc dans les tops. Ouais, donc visiblement pour aimer ce que les clubs font sur les réseaux sociaux, et la façon dont ils animent. A raison. Et pour moi, sous nos latitudes, en tout cas, les Genevois, les Lausannois sont exemplaires. Je trouve que le travail qui est fait à ce niveau-là est intéressant. C'est pas juste de la vente. Alors, si Lausanne pouvait éviter de donner son compte à une influenceuse d'Instagram un match sur 2, je serais pas mécontent, mais ça, c'est mon petit côté de temps en temps un peu rabat-joie. J'espère que les personnes en place l'entendront, mais blague à part, ces deux clubs, je trouve que le travail fait sur les réseaux sociaux, c'est une manière moderne de communiquer. Complètement. Ils le font parfaitement bien, c'est intéressant, on apprend des choses. Genève fait des petites capsules sur chacun de ses joueurs pour apprendre à le connaître. Lausanne fait plein de visuels intéressants. Non, franchement, c'est du très bon boulot. J'y avais pas pensé, mais je suis entièrement d'accord avec cette personne. L'agent de Calle Anderson dans les tops, ça me fait rire, parce que je trouve que c'est exactement ça. Savoir... quand avoir son joueur sur le marché et pouvoir faire sauter la banque, ce qui va vraisemblablement être le cas pour l'instant. On n'a pas encore de confirmation d'où est-ce qu'il va aller. Hein. C'était visiblement entre Berne et Zurich. On verra. Moi, je sais pas, je le vois bien aller à Lugano au bout du compte, tu sais. Je sais pas, vraiment alors... Donc il retournerait si je ne fais erreur. Hein, il a passé... son père a joué longtemps à Lugano, ouais. Peter Anderson. Et je sais pas, on me dit que c'est quelqu'un qui serait pas insensible au palmier du Tessin et à la douceur de vivre luganaise, disons. Il y a joué une trentaine de matchs en 14-15. Je suis vite allé sur Elite Prospect, hein. C'est pas dans ma mémoire, je te rassure, je suis pas à ce point. Mais ouais, pourquoi pas. Être devant Jean-Fred à Hockey Manager, ça, c'est vilaine. Mais alors, dans les flops, il y a être derrière Greg à Hockey Manager. Voilà. Ouais, la saison est longue, c'est un marathon, pas un sprint. Pour les flops, justement, ça permet de passer aux flops. Alors, grand vainqueur, si je puis dire, c'est Giannoni avec 20 voix. Difficile de donner tort aux gens qui sanctionnent finalement ce début de saison. Là aussi, ça ne veut pas dire que Giannoni est le pire gardien de la Ligue. Ça veut juste dire que les attentes étaient hyper élevées, comme tu disais pour Hoffman. Et que finalement, on a tendance tout d'un coup à remettre en cause, en se disant, mais est-ce qu'à Berne, il n'avait pas une défense qui était super? À se dire qu'à Zug, la défense n'est peut-être pas super, alors qu'on trouvait qu'elle était bonne puisqu'ils sont allés en finale du championnat la saison passée et qu'elle a quasi pas changé, pour dire. Avec 51 buts encaissés en 17 matchs, on est quand même à du 3 buts encaissés par match. Ouais. Alors par chance, là-bas, tu vas plus facilement gagner 4-3 que 2-1 comme à Fribourg. Donc c'est plus facile, disons, quand tu sais que tes attaquants vont mettre 4 pions minimum, mais quand même. Berne, on pourrait presque dire qu'il dépasse Giannoni dans le sens où Berne a 17 voix, Schlegel en a 5. Et puis on a encore des voix pour Jalonen et Châtelain, donc on serait à 22 si on cumule tout ça. Alors c'est étonnant parce que Jalonen et Châtelain, pour moi, c'est antinomique. Parce que si Châtelain est un flop, ça veut dire que ses transferts n'étaient pas hyper bons. Du coup, le coach à la bande... La prolongation de Jalonen, je précise, pardon. C'est pas Jalonen, c'est la prolongation de Jalonen. D'accord. Alors moi, d'accord, je comprends un petit peu mieux déjà. La prolongation de Jalonen, le fait qu'il soit pas viré malgré la merde qu'ils sont en train de faire depuis le début de saison, pour moi, ça prouve à quel point il a une valeur, cet entraîneur. Et à quel point il est... Avec 2 titres, pour moi, c'est... Alors, il y a tout ça, puis c'est un gagnant, il a combien de titres en Finlande? Bien sûr. Il a une telle aura, une telle stature que... Là, en gros, à Berne, ils disent, non, mais les gars, on va pas virer le coach. Là, on préférera virer les 21 joueurs s'il faut pour mettre un grand coup de balai, mais le coach, il va rester. À Berne, on en a eu viré pour moins que ça, et pourtant, il est toujours là. Il a même été prolongé. Mais Châtelain, à part ça, si on reprend un peu les transferts, parce que on fera pour les clubs romans après. Là, on profite aussi de dire, Berne, Schlegel, il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre sur le marché. C'est comme numéro 1 à Berne, dans des circonstances comme ça, post-champion, c'est pas forcément un cadeau.
Il est clairement pas dominant comme il devrait l'être. On n'avait pas des attentes non plus complètement folles à son sujet, mais il a de la peine à être ne serait-ce qu'un peu dominant. Oh, il arrête pas un ballon de plage en ce moment, il faut être clair. Donc si Berne va mal, c'est aussi en partie à cause de Schlegel. Koivisto, et pourtant je trouve que ce transfert, c'est un champion du monde. Quand tu regardes ses stats, elles sont clairement pas ridicules, mais il est plus dans l'effectif bernois. Ils ont été chercher Andrew McDonald, donc là aussi c'est un raté. Pestoni se blesse. Au moment où il commence enfin à le mettre en première ligne, et là il commence à produire, bam, il se fait le pied, donc c'est vraiment malheureux. Par contre, mettre Pestoni en première ligne à Berne, c'était presque un peu étonnant. On a l'impression que c'est plus pour secouer un peu quelque chose que... Pour moi, c'est un joueur, si tu l'engages, tu le mets top 6. Point. En fait, tu commences ta feuille de match en mettant Pestoni dans le top 6. Si tu l'as engagé. Tout à fait. Donc au moment où tu l'as dans ton vestiaire, bah oui, tu le mets top 6, sinon ça sert à rien de l'avoir pris. Praplan, 19 matchs, 14 points. Il a eu des débuts un tout petit peu difficiles, mais là, il me semble qu'il est vraiment en train d'avoir lancé sa saison. Oui. Le retour de Chervet, les choses sont censées gentiment se mettre en place, mais gentiment. Je les ai vus 3 fois en une semaine, contre Genève, contre Fribourg et contre Lausanne. Honnêtement, c'était quand même pas simple. Les 3 matchs, et Genève finalement, on peut presque dire que Genève a perdu des points en allant faire qu'un point à la Bern Arena, Post-Finance Arena, alors que Fribourg et Lausanne ont fait le plein derrière. C'est le bon moment pour les jouer, disons. Spooner, 14 voix. Là, 2 matchs joués, je crois, 1 en coupe aussi. Mais sinon, 2 matchs de championnat. Le type, il est parti au Dynamo Minsk. Il a 5 matchs à Minsk pour l'instant, 2 assists. 2 assists, ouais. Aussi en plus-minus. Alors, ok, on sait bien que c'est pas la panacée, mais quand même, là aussi, un plus-minus négatif. Il n'a pas un impact fou depuis qu'il est à Minsk pour le moment. Younland, 14 voix, même chose. Younland, un poil moins cata quand même qu'en début de saison, je trouve. Il y a une petite progression. Il est parti de bas. Il est parti de bas, mais il y a une petite progression quand même chez Jonas Younland. Par contre, sa progression sur la glace est toujours de la même vitesse. Il y a quand même un gros. Mais il y a une lente progression à son image, mais il y a une progression quand même. Donc Koivisto 6 voix, Stolberg et Schneeberger 5, à mon avis. Mais il y a aussi des gens qui ont mis Stolberg en mettant mais ça peut devenir des tops à la fin avec quand même un bémol en disant pour l'instant sa production elle n'est pas au niveau et ce qu'on attendait. On en parlera peut-être dans la prochaine capsule Hockey Manager. Spoiler, on essaie d'en faire une. Pour moi, Stolberg, en ce moment, il bosse énormément. Si Fribourg va bien, c'est aussi parce que Victor Stolberg, par contre, ça se traduit pas sur la feuille de marque, mais le match à Zouk, je le trouve excellent. Et en termes de shoot au but, actuellement, il est 5e de la ligue, sauf erreur. Et par contre, son taux de réussite au shoot, il est à 7%. Donc, c'est pas du Victor Stolberg. Si son taux monte un tout petit peu, il se crée des occasions. Ouais. Et c'est là où je me dis qu'à 9 dans Hockey Manager, au passage, c'est peut-être intéressant. J'hésite. Et puis encore, alors, les 2-3 autres choses qui nous ont fait soit sourire, soit... et je trouvais éclairant, le 2+10, je suis complètement d'accord dans les flops. Pour moi, c'est aussi un flop. Ça va pas, cette recrudescence du 2+10 où finalement on a l'impression que cette pénalité que Morand a reçue pour sa charge sur Arcobello, c'était quasiment le premier 5+ match de l'année, qu'il y en a d'autres qui méritaient clairement le même tarif, ça n'a pas été le cas. Jean-Fred en vacances, gros flop. Les signatures en courte saison, une récurrence, on sait bien, on s'y habitue en Suisse, c'est comme ça. Je suis aussi partisan d'un mercato, d'une fenêtre ouverte qui supprimerait ce genre d'annonce en courte saison, mais ma foi, on doit faire avec. Les difficultés pour voir les matchs hors de Suisse, coucou MySports, quelqu'un met, donc visiblement, il faut peut-être penser que même avec un VPN, c'est compliqué, je ne sais pas. Mais s'ils nous entendent puis qu'ils peuvent changer, ce serait bien. Et puis un calendrier boiteux. C'est pas la faute au calendrier, c'est la faute au club, entre guillemets, ou c'est la faute aux nouvelles arènes. Donc, moi, je me dis c'est déjà beau d'avoir réussi à mettre sur pied un calendrier, finalement. Donc, entre telle équipe qui doit partir, je pense à Lausanne, parce qu'il y a les JOJ, et donc pendant un mois, ils sont pas à la maison. Ils ont commencé plus tard. Davos a sa traditionnelle Spengler, commence 8 matchs à l'extérieur. Fribourg fait aussi des siennes pendant quelques matchs. Le Hallenstadion, avec ses contingences... Non, moi je trouve presque un top d'avoir réussi à faire quelque chose où on arrive tous avec 50 matchs à la fin, quoi. On passe au top et au flop par club et on commence par Bienne. Honneur au leader des romans, disons. Tout à fait. Bienne, pour toi, le top? C'est toujours la même chose par rapport aux attentes qu'on a. Et Jonas Hiller, en fait. J'aurais pu penser à Tony Rayala, mais finalement, 20 matchs, 11 buts, un but tous les 2 matchs.
temps en temps, il nous fait son petit triplé, après il disparaît. Ça veut dire 25 buts en 50, ce qui est à peu près sa moyenne. Hein. Donc il est excellent. Mais moi, en fait, je m'attendais à une petite régression de Jonas Siller parce que c'était une pente plutôt descendante avec la saison dernière. L'annonce de sa retraite, ça peut aller dans les deux sens. Est-ce qu'il avait encore cette année dans les pattes ou pas? Ou il a peur de faire l'année de trop? Tu sais jamais trop comment. Et Jonas Hiller, pour moi, c'est un top parce que 15 matchs, il est excellent. Top aussi la manière dont Bien gère ses gardiens. Ils ont donné 5 matchs à Elien Pope. Durant ces 5 matchs, ils ont pu aussi voir ce qu'il avait dans le ventre. Il était très bien. 91% d'arrêt, quelque chose comme ça. Mais Hiller, il a 93. Donc, en tout cas, devant le filet, Bien est vraiment, vraiment bien. Et pour moi, le top de Bien, c'est Jonas Hiller. Ça rend la tâche de le remplacer d'autant plus compliquée vu la saison qu'il est en train de faire. Tout à fait. Alors pour moi, je pourrais aussi dire, Hiller, c'est tout à fait juste. Je vais prendre Yannick Radgeb, que je trouve... on avait aussi des attentes placées en lui qui étaient assez hautes, tout en sachant qu'il avait eu une saison compliquée en Amérique du Nord. Donc, on se souvenait du Radgeb à Fribourg, qui était très bon offensivement, ça change pas, qui était plus douteux, on va dire, défensivement. Et là, visiblement, avec Tormenon, ça marche bien. Là, le même principe qu'avec Dominique Egli, le nombre de buts sur 60 minutes quand il est sur la glace, c'est 3,29, et le nombre de buts encaissés, c'est 1,21. Donc là aussi, un plus 2 à peu près, un peu plus de de différentiel. Très très bon, ça veut dire que Radgeb, quand il est sur la glace, il n'y a pas besoin. On sait, on a souri quand Chervenka lui a fait ça, mais c'était lors d'une prolongation. Un 3 contre 3, c'est malheureux. Dans les tops, pour moi, il y a Chervenka, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on a oublié à quel point il a fait un début de saison fantastique. Juste petit. Mais comme il était blessé après, voilà. Mais Radgeb, vraiment bravo, très joli. Et là aussi, ils ont mis le prix, mais visiblement, ça passe bien du côté de Bien. Effectivement, si tu te rappelles son passage en équipe de Suisse où il est venu dire bonjour, salut de sa main, puis il est parti comme il est arrivé à peu près, tu te posais quand même la question de est-ce que Bien n'avait pas surpayé pour un joueur finalement qui n'était pas capable de faire un pas supplémentaire. J'ai l'impression que par rapport au Radgeb de Fribourg, c'est mieux en fait. Globalement, on va dire au niveau des deux côtés de la patinoire et les deux sens, disons. Flop, moi, franchement, c'est difficile de parler de flop véritablement à Bien. Je sais pas si tu as réussi à identifier quelque chose. J'irai pas jusqu'au mot flop, peut-être il est un peu réductif, enfin un peu violent. Moi j'ai une idée, mais... Moi il y a Damien Ria, alors on tire pas sur une ambulance parce qu'il vient malheureusement d'être blessé, il a fini à l'hôpital, apparemment on tire pas sur une ambulance, mais on tire dans sa tête par contre. C'est ça, ouais, mais les nouvelles sont au moins rassurantes, donc ça c'est une bonne chose. Je m'attendais à plus de lui, d'autant qu'il a fait un excellent camp avec Washington. Il a eu du temps de jeu, il a marqué, il s'est vraiment mis en évidence. Après, voilà, il a 22 ans, faut pas qu'on l'oublie encore une fois, mais il a 16 matchs, il a 6 points seulement. C'est un joueur qui peut être seulement 2 buts. Et c'est vraiment un sniper d'Ameria. On a vu d'ailleurs, l'un de ses 2 buts, c'est un one-timer où la passe arrive parfaitement, le puck il est ras de glace, il bouge pas, forcément Dameria quand il est dans cette situation là, le one-timer il part comme c'est un des meilleurs de la ligue à ce niveau là, et j'ai l'impression qu'il est rarement dans une situation idéale à Bien. Est-ce que c'est la faute du joueur, du coach, de l'équipe, des coéquipiers de ligne, un peu tout ça finalement, mais au bout du compte il se trouve qu'on a un attaquant international qui a 16 matchs 6 points, et je pense que c'est un petit peu décevant. Alors tu as très bien résumé la situation, j'ajouterais, mais là aussi flop, et on va utiliser des guillemets de circonstance. Gustafsson, c'est pas qu'on en attendait des monts et merveilles, mais comme centre de quatrième, peut-être qu'il aurait pu apporter quelque chose de plus. Pas mal blessé, hein. Il a des problèmes de dos apparemment, Gustafsson. Voilà, tu vois. Kunti aussi, peut-être qu'il aurait pu apporter un tout petit peu plus, parce que on se souvient, mais c'est comme tu disais, des fois on se souvient du Kunti qui est vice-champion du monde en 2013, c'est plus la même chose. Donc, il ne faut pas avoir des attentes trop grandes ou trop hautes par rapport à ce joueur, mais un petit quelque chose en plus. Puis dans les tops, je pense que ce serait dommage d'oublier Stéphane Ulmer qui se met au service de l'équipe. Il vient comme défenseur à Bienne. Très vite, il doit jouer attaquant. On rappelle qu'en coupe, il avait joué en attaque pendant qu'on avait rigolé, puis... Enfin, pas rigolé de sa prestation, mais rigolé du fait que Ulmer jouait à l'aile en se disant « Ah tiens, dans Hockey Manager, ça peut être marrant d'avoir un défenseur qui joue ailier ». Puis il a joué ailier toute la saison pour l'instant et plutôt bien sur une troisième ligne. Il a pas brûlé la ligue, disons, avec 18 matchs, 3 points. Mais il a montré une vraie polyvalence et c'est intéressant d'avoir ce genre de joueur dans son vestiaire. Et puis au niveau des tops, si je peux encore ajouter un truc, c'est de dire que effectivement la gestion de Tormenon, peu de défaites
de gros blocs de défaites. C'est-à-dire que Bien réagit, on le dit à longueur de podcast, ils rebondissent tout le temps. Bravo. Allez, je rajoute un petit top encore. C'est Noël du côté de Bien, Michael Hugli. Deuxième saison à Bien, là on lui donne des vraies responsabilités. 14 matchs, 11 points. On rappelle qu'il est en fin de contrat, Michael Hugli. Et qu'il est blessé aussi. Il est blessé. Ouais, au côte, se fait erreur contre Zurich, contre Langnau, il s'est fait mal. On me souffle à l'oreille qu'il aime bien Bien et qu'il ne se voit pas forcément partir. Alors, ça n'a pas valeur de scoop ou d'information, sinon je l'aurais déjà écrit. On connaît la règle maintenant. Mais on me le souffle en tout cas, et c'est pas anodin que ça me vienne aux oreilles. On rappelle, c'était un coup de Martin Steinegger, saison 17-18, il fait la promotion avec Rapperswil. Il joue à 1 point par match. Bien l'a intégré gentiment l'année passée. Il venait de temps en temps sur les powerplay. Il avait des minutes limitées. Là, il a un rôle. Et c'est intéressant de voir le développement de ce joueur qui a finalement que 23 ans, qui est un joueur qui vient de Ligue B. À cette époque-là, on se demandait comment il allait faire la transition. Plutôt bien. Et Lausanne, alors. Top et flop dans LHC, qui est aussi... pas en dents de scie, mais qui aligne victoire-défaite. J'ai pris une ou deux remarques par message privé sur Twitter à la suite de mon dernier Power Ranking concernant Lausanne, c'est rigolo. J'ai mis bof, cette équipe de Lausanne. En fait, j'arrive pas à m'emballer. Puis je l'ai dit, je l'ai écrit en me disant, mais en fait, ça prouve à quel point le début de saison de cette équipe est excellent. Parce que ils sont à la 3e place ils gagnent des très gros matchs, ils perdent des matchs bizarres où tu t'attends à ce qu'ils fassent un petit peu mieux. Du coup, c'est un peu bof, mais du coup, il y a une marge de progression qui est immense, j'ai l'impression. 18 matchs, 30 points, ils sont 3e. Mm-hmm. On rappelle, on enregistre ça avant le match contre Davos de mardi soir, mais je pense pas que ça change drastiquement la vision de cette équipe qui gagne ou qui perd. Et en fait, je suis pas emballé et je trouve que c'est un truc à mettre au crédit de cette équipe. C'est que le jour où tout va s'aligner, même tous les soirs, disons, et pas seulement les soirs de gros matchs, disons, ou les soirs de fête, elle va vraiment être chiante à jouer, cette équipe lausannoise. Et pour moi, elle est chouette. Moi, je me rappelle de ce match contre Zug. Franchement, c'était très très bien. Je veux pas te caresser dans le sens du poil. Non, merci. C'est pas le truc de la maison, mais faut quand même reconnaître aussi que lors d'un dernier podcast, tu parlais de remettre Jeffrey, Aaron et Vermin ensemble. Et il me semble que ça marche pas si mal que ça. En fait, les 3 joueurs, en l'occurrence maintenant, on a vu Vermin le week-end dernier recommencer à marquer. 4 points en 2 matchs. Jeffrey être de nouveau un petit peu plus présent. Et Aaron, quand on lui donne... Alors voilà, j'ai vu qu'il avait une mononucléose. Jérôme Renard l'a écrit dans un article dans 24 heures. Quand ces 3 joueurs-là marchent un petit peu mieux, est-ce que c'est pas un peu plus radieux du côté de Lausanne dans 2-3 semaines, quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y avait aussi la tentation de garder cette ligne Berchi, Jeffrey, Vermin, qui est un peu le baromètre, qui peut être le baromètre de cette équipe. En dégageant Berchi de la première ligne, en mettant Aaron, par moment, ça peut aussi diluer ton talent sur une deuxième ligne. Berchi, j'ai l'impression que tu peux le faire jouer avec n'importe qui, il est bon. Donc, il avait le maillot de top scorer, donc effectivement... Et il n'y a pas l'effet top scorer où il a l'air 10% meilleur que ce qu'il est déjà juste parce qu'il est en jaune sur la glace. Non, il est vraiment, vraiment excellent, ce joueur. Et oui, Aaron, mais on l'a toujours dit, s'il n'est pas dans le top 6, il n'est pas efficace, ce joueur, parce qu'il a besoin... C'est un finisseur, donc pas comme en ski, pas les bons finisseurs, Didier Cuche. Non, c'est un buteur, il est là pour marquer, pour terminer les actions. Le problème, c'est qu'il faut lui mettre un centre qui va être créatif, qui va le mettre en bonne position. Ou sur le powerplay. Et c'est la vraie question qui se pose. On va digresser sur le mercato, mais pour moi, je crois que Aaron, c'est à peu près le joueur le plus courtisé en ce moment. Okay. Sur le marché, parce qu'il est dans une gamme de prix qui est abordable pour un peu tout le monde. Et après, ça va dépendre de ce que tu estimes de son potentiel et de ce qu'il va pouvoir t'amener. Et je m'explique. Lausanne sait que offensivement, justement, Berchi, Vermin, Kenins, Almond, Joris, il y a des joueurs suisses offensifs qui sont présents et qui vont potentiellement lui grignoter du temps et des responsabilités sur un top 6. Ailleurs, si tu le fais venir, tu le fais venir comme joueur top 6. Donc, tu vas peut-être mettre une étiquette, un prix différent à Yannick Aaron si tu es Lugano, si tu es Fribourg, si tu es Langnau, si tu es je ne sais pas quelle autre équipe, parce que tu vas pouvoir lui donner un top 6 plus facilement qu'à Lausanne.
Lausanne va se dire, non mais nous c'est peut-être notre ailier de troisième bloc. Et ça a telle valeur chez nous, un ailier de troisième bloc, au-delà de la blague que Lausanne fait les meilleures offres, il y a une vraie hiérarchie qui doit être établie. Et du coup, est-ce que Lausanne va vraiment mettre le même salaire et offrir les mêmes perspectives à Eren qu'ailleurs? Je suis pas sûr. Parce que si Eren est intelligent, il se dit aussi, ben oui, à Lausanne, potentiellement, on me vend peut-être que je vais jouer du powerplay du top 6, mais est-ce que c'est vraiment une certitude? Non. Tandis qu'ailleurs, bah, peut-être que ça peut le devenir. Et ça pourrait l'intéresser de s'en aller pour cette raison-là, j'imagine. Donc, parmi tes tops du côté de Lausanne, bah, Yannick Eren en est un. Ouais. Pour moi, Yannick Eren est un des tops de cette équipe lausannoise. Parce qu'aussi, on avait presque oublié en 2 saisons qu'il était capable de jouer à ce niveau-là. Mais on rappelle qu'une saison où il joue avec Jeffrey, il est excellent. Il y a 3 saisons désormais. Et bah là, voilà, il est à quoi? Il a une 11aine de points en 18 matchs avant ce match contre Lausanne, contre Davos. C'est pas si mal quand même. Je vois pas d'autres tops dans le sens où les joueurs qui... Ah, alors moi j'en aurais un. J'écoute. Matteo Nodari. Nodari, tiens, intéressant. Parce que au niveau du but en 60 minutes, il est à 4,51. 2,65 de but encaissé. Là aussi, un +2, mais vraiment, visiblement, quand il est sur la glace, il amène quelque chose. On se rappelle quand il a signé, il a 32 ans, si je ne fais erreur. Il avait signé pour 4 ans et demi, une espèce d'albatros de contrat à 4 ans et demi pour... Quand c'est Chervet qui signe 7 ans, tout le monde comprend. Quand c'est 4 ans et demi pour Matteo Nodari qui venait de Rapperswil, si je te faisais erreur, on est un peu plus circonspect. Et ça s'est un petit peu moqué aussi. On disait, mais Nodari, 4 ans et demi. Et finalement, sans faire de bruit, il s'est rendu, je sais pas s'il s'est rendu indispensable, mais en tout cas, peu importe les changements d'entraîneur, bah là, Peltonen n'est pas un entraîneur qui va te donner parce que tu t'appelles X ou Y. Il faut aller le mériter, ton temps de jeu. Donc, franchement, Nodari, je suis impressionné. Ouais, mais après, moi je dis, il n'y a pas d'autre top dans le sens où un Justin Jeffrey à 18 matchs, 16 points, on sait, il fait tout le temps ça. Berti, alors pour moi, Berti peut être un autre top, mais il joue à un niveau que j'attends, pas j'estime vraiment ce joueur. Il était très bon avec l'équipe de Suisse au championnat du monde. Et donc voilà, après un Corey Emerton, tu peux le mettre dans les tops, je pense, parce qu'on s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit à quasi un point par match. Je pense que... Surtout au début de saison où il tient presque Lausanne, enfin où il est le meilleur étranger. Oui. Et puis, non, c'est juste. Je pense que tu peux mettre lui, tu peux mettre Petteri Lindbaum. En fait, non, il y a plein de tops, faut que j'arrête de dire des conneries. Petteri Lindbaum aussi, je pense qu'il a franchi un palier par rapport à la saison dernière. Mais moi, j'ai l'impression, c'est drôle parce que plus tu dis ça comme ça, en réfléchissant, plus tu te dis finalement, ouais, mais parce qu'il y a les flops, au début de saison, on aurait pu mettre Jeffrey, donc Emerton prend sa place. Tu dis Lindbaum parce que Junland déçoit. Et donc, finalement, un autre a réussi à se lever. Et c'est un peu ça qui fait la différence. Puis Cody Almond, il arrive à faire le top et le flop en 2 mois. Il est top sur les 8 premiers matchs, il est flop sur les suivants. Bon, bah, c'est du Cody Almond comme on l'attendait, quoi. Flop, je commencerai avec Jonas Junland. Les auditeurs l'ont mentionné, je pense, à raison. Et si on prend là aussi cette stat du nombre de buts marqués en 60 minutes, on est à 1,95 pour Junland. Et en but encaissé, on est à 2,59. Donc finalement, lui, il a un différentiel qui est négatif. Il n'y a pas que l'œil qui fait que les chiffres sont froidement là pour le rappeler. Junland n'est pas à son niveau. Ouais. Est-ce que tu as, au niveau des flops, autre chose? Oui, pour moi, il y a Robin Grossman qui est très décevant. Oui. Je le trouve très moyen. Disons. Là aussi avec un gros contrat. Hein. Avec un contrat qui court jusqu'en 2022. Mine de rien. L'année passée, il n'avait pas été transcendant, mais il faisait le job. Il faisait le job. 49 matchs, 16 points, il n'était pas incroyable, mais bien. Là, statistiquement, il est pas bon, mais moi, je le trouve souvent un peu léger derrière. Et je sais pas, pour moi, c'est l'un des rares vrais flops de cette équipe de Lausanne. Je suis d'accord avec toi sur Grossman, effectivement. En plus, la longueur du contrat, bah ouais, il a intérêt à se ressaisir, parce que sinon, après, ça peut tomber dans le même ordre d'idée qu'un Étienne Froidevaux. Où, bah ouais, puis t'es repoussé au fond. Si tout d'un coup, t'es 7e défenseur, mais avec un contrat X, et X étant une grosse valeur, ou centre de 4e trio avec une grosse valeur, bah, c'est de l'argent qui est mal investi, comme t'aimes le dire souvent. Et puis tu parles d'argent mal investi, alors je pense pas qu'il a coûté des 1000 et des 100, mais je pense dans les flops, on peut mettre Max Verne quand on veut. Après, les attentes étaient basses, mais il a réussi à être en dessous, donc malheureusement, ça rentre dans la catégorie des flops. Je sais pas ce qu'il est venu faire là, quoi. J'espère au moins qu'il a pris du bon temps puis qu'il allait boire un verre ou deux au Great, parce que sinon, je sais pas pourquoi il est venu.
Genève Servette, top flop. Alors, Greg. Tu me laisses l'honneur de commencer les tops, c'est ça? Top. Alors, moi, je dis juste le coultre. Voilà, vas-y, maintenant, tu peux faire. Non, c'est vrai que Genève est une bonne surprise de ce début de saison. Donc forcément, il y a plein de joueurs qu'on peut mettre en avant. Et moi, je ferai un pack, c'est réducteur malheureusement, mais Smirnovs, Le Coultre, Mayer, Carrère, les 4 ont été sélectionnés par Patrick Fischer en équipe nationale d'ailleurs. Mais pour moi, ben voilà, il symbolise finalement le virage pris par Genève cette saison. On s'en réjouissait avant la saison. Et on espérait justement que les promesses d'avant-saison, à savoir virage jeune, soient tenues. Ben, elles le sont clairement. Et effectivement, tu as sorti Le Coultre. Pourquoi pas Smirnovs, tiens, plus que Le Coultre, ça m'intéresse. On a souvent discuté ces dernières fois justement aussi du fameux rookie wall, donc le mur que les débutants viennent percuter en cours de saison. Parce que quand au tout début, tout est rose, ça va bien, les petits jeux passent, puis tout d'un coup, les autres équipes, elles s'adaptent aussi, puis toi, tu commences à voir la multiplication des matchs, c'est quand même difficile, ils ont que 20 ans, ces joueurs. Et ben, Le Coultre, peut-être que ces 3 années en junior majeur l'aident à passer ce cap de manière un peu plus simple, et il a aussi fait de l'équipe nationale, finalement, il a un peu plus d'expérience, je dirais, au même âge que Smirnovs qui était en junior élite, qui, pour peut-être les junior élites suisses, sont plus... c'est un moins bon niveau quand même que le hockey nord-américain avec les ligues canadiennes. Donc voilà, peut-être pourquoi Le Coultre arrive mieux à jouer alors qu'on est à la 18e journée. Ouais, moi je suis épaté aussi comme au moment où Temernes a été blessé, comme il a step up aussi sur le power play, il était capable, il avait un calme pour tenir un powerplay qui était admirable. Un autre top que moi je vois, c'est paradoxe, enfin c'est symptomatique aussi du nombre de jeunes qu'il y a dans cette équipe. Pour moi, il y a Noah Rod qui est tout discret cette saison, on le voit pas beaucoup. Déjà, on n'a pas reçu de mail de la Ligue disant que Noah Rod est suspendu pour 4 matchs, donc déjà, il a pris quoi au début de saison 2 ? Ouais. Premier match de la saison, donc c'est déjà bien. Mais blague à part, 17 matchs, 13 points, et il a 23 ans. En fait, dans un autre club, s'il était, je sais pas, à Berne, tu dirais, ah ouais, c'est pas le petit jeune, parce qu'il a quand même 23 ans et c'est un international, mais c'est un jeune qui est en train de monter. Et là, à Genève, c'est déjà le capitaine depuis 3 saisons maintenant, 2 saisons, pardon. Là, il tient quasi pas le point par match, mais pas loin, avec 17 matchs, 13 poins. Il a des responsabilités et il joue bien. Moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Il est dur, et il incarne bien finalement cette équipe de Genève. Finalement, c'est un peu le chef de meute de ces jeunes, disons. En plus, les étrangers, effectivement, là aussi, c'est un peu une récurrence, mais Wingle-Swinick, ils étaient là la saison passée, donc on n'est pas surpris, même s'ils arrivent quand même à maintenir ce niveau. Mais Eric Fer, effectivement, qui n'est pas venu en villégiature, ça démontre aussi l'état d'esprit et la bonne pioche de Genève Servette, le bon scouting pour être allé chercher, parce qu'on ne sait jamais avec ces joueurs qui ont dépassé les 30 ans. David Desharnais, dans une interview à RDS, c'était presque malheureux comme ça a été interprété, parce qu'il disait, bah oui, moi, les soirs de match, je peux rentrer à la maison, donc je peux voir ma famille, ce qui n'est pas à négliger pour attirer certains joueurs ils sont un peu plus loin dans leur vie de tous les jours, dans leur vie privée, leur intimité. C'est joli d'avoir réussi à faire ça avec Eric Fer, en tout cas en ce début de saison, et on a l'impression qu'il va bien tirer les jeunes. Je crois que quand tu faisais l'article sur Denis Smirnovs aussi, ben voilà, Eric Fer va venir et va aider le jeune, va le pousser, il va être le relais du coach, qui ne leur gueule pas dessus d'ailleurs, à part ça. Bien sûr, le travail de Patémon est super, mais bien sûr, sans hésiter. D'avoir des vétérans comme ça pour encadrer les jeunes, bah, le mix a l'air presque parfait. Sur le papier, c'était ça qu'il fallait, et finalement, sur la glace, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, je suis complètement de ton avis. Et au niveau des flops, bah, du coup, voilà, comme on est hyper dithyrambique avec ça, parce qu'on avait des attentes qui étaient de l'ordre du 8e, 9e place, hein, où on s'était 10, on va dire, ils doivent lutter pour se qualifier pour les playoffs, mais ce sera difficile. Ils sont en train d'être dans le haut de classement pour l'instant. Est-ce qu'il y a franchement des flops du côté de Genève? Moi, j'en vois 2. Je peux quand même. Oh, j'espère. Bon, alors, désolé, je tire pas sur les ambulances à chaque fois, mais bon, Jérémy Vick. Et c'est pas forcément un flop par rapport à sa production sur la glace. Si, ça l'est, mais dans le sens, il a
pas les opportunités qu'il avait par le passé. Et c'est une des victimes collatérales de ce mouvement où on donne des responsabilités à des jeunes joueurs. Bah, lui, il a plus de responsabilités. Alors là, en plus, il a réussi à se blesser à l'épaule. Il est 3 mois out, donc ça va vraiment pas aider. Il est en fin de contrat, donc pour sa valeur... C'est le pire des moments. C'est le pire des moments. Parce que je pense que les clubs font leur scouting. Et tu sais que Jérémy Vick, c'est un joueur qui a une intensité parfois excessive. Je crois que c'est largement documenté depuis son arrivée en Suisse. Mais il a une vraie intensité. Et comment son jeu va vieillir, on va dire. Au moment où il va arriver sous contrat en septembre l'année prochaine, il aura 31 ans déjà. Il peut décliner assez rapidement à partir de cet âge-là. L'année passée, il a quand même 15 buts. Donc tu dis, ok, il a encore la vitesse. Sous Max Orley, à part ça. Sous Max Orley. Et là, cette année, si tu as envie de le signer, tu dis, j'espère qu'il va faire un bon début de saison. Comme ça, c'est une valeur encore sûre. Je lui donne 3 ans, 2 ou 2 plus 1 et on ne prend pas un trop gros risque. Là, il s'est blessé. Déjà, il n'était pas bon, donc je pense que les clubs se posaient des questions. Et là, en plus, maintenant, il se blesse long terme pour une blessure à l'épaule. C'est quand même jamais évident. Pas simple. Est-ce que ça peut être, du coup, une bonne opportunité pour Genève de le re-signer à beaucoup moins cher, peut-être? Mais pour l'instant, c'est un flop. Il y avait un deuxième. Tu as dit, voilà. Moi, je m'attendais beaucoup plus de Florent Douai. Et là aussi, je me demande s'il est vraiment satisfait en ce moment à Genève, parce que il n'a pas vraiment un rôle... C'est un grand gabarit, c'est un joueur qui aspirait à devenir un joueur offensivement intéressant, et là, il me semble qu'il ne l'est pas, il n'est pas mis forcément en lumière pour être offensivement intéressant. L'année passée, il a quand même 28 matchs, 10 points, 6 buts, avant de se blesser assez sévèrement au bas du corps. Mais là, ouais, c'est quand même un peu léger. Donc lui, je le classerais dans les... Encore une fois, le mot flop, il est réducteur. Dans les déceptions. Déception, c'est bon. Alors, d'un coup, je pense à Miranda. Il a été cité 2-3 fois par nos auditeurs. Là aussi, simplement, avec les attentes, on se disait peut-être que il avait été quand même appelé en équipe de Suisse, là aussi dans le cadre très élargi. Mais... Et puis, de changer de scénario, de paysage, de venir à Genève avec peut-être un petit peu plus de responsabilité qu'à Zurich. Il n'est pas encore arrivé à passer ce pas supplémentaire qu'on aurait pu attendre de lui. Mais là aussi, c'est flop, c'est vraiment très, très un bien grand mot, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Miranda, j'aurais aussi hésité à le mettre là au milieu. Il a encore du temps. Il a aussi que 21 ans. Des fois, tu peux progresser plus ou moins vite. Smirnov, ça a crevé l'écran en début de saison et après s'est retrouvé au centre de Wingels et Winnie qui a joué en powerplay avec les étrangers. C'est une situation qui est peut-être plus simple pour se mettre en lumière que de jouer sur une troisième ligne comme le fait Miranda. Après, il l'a complètement mérité, Smirnov, j'enlève aucun mérite, mais c'était peut-être plus facile d'exploser. Mais moi, j'aimerais bien avoir Miranda sous contrat jusqu'en 22, malgré ce début de saison un peu compliqué. Maurer, très bon aussi, à part ça, j'y repense. Et puis, Simek Antonietti, parqué à Rapperswil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est franchement des flops ou bien... C'est pas des flops. Moi, je suis content pour Simek qu'il puisse aller voir ailleurs parce qu'il n'était pas heureux à Genève. Antonietti, il a été très malheureux avec les blessures. Ce serait bien qu'il puisse se relancer. Là, à Rapperswil, il a eu une chance de montrer qu'il était capable de jouer dans cette ligue, finalement, et de rappeler qu'il pouvait tenir 15 minutes sur la glace. Ça va l'aider parce que lui aussi, il est en fin de contrat. Donc, je pense aussi que les clubs ont été hésitants et sûrement le sont encore un petit peu. Mais plus il va jouer, plus il va pouvoir prouver sa valeur. Une fois n'est pas coutume. Fribourg passe en dernier. C'est quand même la coutume. Non, d'habitude, il passe en premier parce qu'on a plein de choses à dire. Et puis là, avec 3 victoires de suite, on a moins de choses à dire traditionnellement. Non, mais on a pris le classement, donc ça, c'est un peu plus pour rigoler. Les tops à Fribourg. Je te laisse commencer, tiens. Reto Berra, quand même. Je sais pas. Non, mais c'est difficile parce que... Easy call, Reto Berra, clairement. Alors, vraiment sur les derniers matchs, il a un pourcentage d'arrêt... Sur toute la saison. Sur toute la saison. Mais les gardiens de Fribourg, à part ça, c'est pour dire que l'équipe était longtemps dernière. Les gardiens, ils ont quand même bien tenu la baraque. Il a 93-3 d'arrêt depuis le début de saison. Moi, j'ai toujours pas compris comment à certains moments des gens disaient heureusement qu'il y avait Berra à Fribourg. Puis j'arrive pas à comprendre ça parce que Berra
était canardé match après match, là où Weber était quand même mieux défendu. Alors après, encore une fois, on a déjà posé la question la semaine passée, est-ce que les défenseurs jouent mieux pour le deuxième gardien que pour le gardien numéro 1? C'est pas une question de personnalité forcément, c'est aussi une question de responsabilité que tu as en disant ouais mais attends c'est le jeune derrière, faisons un peu plus gaffe. Mais malgré ça, Berra s'en sortait très très bien, même si les victoires n'étaient pas au rendez-vous. Là elles sont même maintenant au rendez-vous avec Berra aussi devant le filet, donc tout va bien. À ce niveau-là en tout cas. Autre top, moi j'ai Gunderson. Moi j'en attendais pas mal honnêtement. C'est quand même il était dans l'All-Star Team en Swedish Hockey League, c'est pas rien. 16 matchs, 13 points, il tient le power play, il est intelligent. Moi, on me disait, tu verras, défensivement, c'est une catastrophe ce type. Bah, pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vois. Il tient sa place défensivement, il amène quelque chose, il joue bien vers l'avant. Bah, c'est le défenseur qui faisait défaut à Fribourg. Et c'est pas un hasard qu'il ait été re-signé très très vite. Il était signé d'ailleurs une année avec une option selon le nombre de... Enfin, il y a aussi le nombre de matchs. Selon le nombre de matchs qu'il va jouer la saison à venir, du coup, la saison 20-21. Et je pense que c'est une bonne façon de mettre une option pour minimiser le risque, justement, s'il y a des blessures long terme, de ne pas être avec un albatros, utiliser ce terme-là pour des contrats à longue durée, je pense que c'est une bonne idée, ouais. À part ça, en parlant de Fribourg, qui a re-signé Benjamin Chavaya pour 3 ans et qui annonce aussi la signature de Dave Souter pour 2 ans, de Zurich et Souter qui se morfont au Hallenstadion où il joue plus, quoi. Ouais, il est au bout du banc à Zurich. C'est le spectateur le mieux placé des matchs des CDC Lions. C'est vraiment malheureux parce que... déjà parce que c'est un shit type au passage. C'est quelqu'un à qui j'aime bien parler. Et au-delà de ça, je pense qu'il pourrait rendre service à bien des équipes actuellement. Malheureusement, il se retrouve à Zurich, qui a une brigade défensive qui tient sacrément la route. Il joue en gros 2 minutes par match quand il joue. Et puis, voilà, quand t'as Noro, quand t'as Bernie, Troutman joue bien, Marty, qu'on n'aime pas forcément, mais il fait le boulot. Ouais, il est beaucoup sur la glace. Baltisberger, Gehring, même Lindenbacher. Baltisberger qui a été re-signé aussi long terme. Exactement, donc il n'y a juste pas de place pour lui. Ce serait quand même pas mal qu'il puisse s'extirper du Hallenstadion en cours de saison finalement. Maintenant qu'il a signé quelque part, est-ce que ça peut précipiter les choses? Surtout que Morand a signé à Zurich. Donc là aussi, où finalement, pour prendre sa place, on en a déjà le successeur. Exactement. Donc ça va être difficile. Et ce qui est fou pour Dave Souter, à part ça, c'est de se dire que quand on était à Copenhague en 2018, c'est l'année passée, ouais. Il est là. Oui, parce qu'il fait le titre avec Zurich, il est bon durant les playoffs qui se terminent par un titre. C'est un grand gabarit, mais c'est quand même un joueur qui est capable de bien bouger le puck, il a un bon coup de patin, il joue bien en box-play. Moi, j'aime bien ce joueur, je l'aimais bien à Bienne. Le fait de partir à Zurich, je trouvais que c'était une bonne idée dans son développement, puis là, il y a un vrai coup d'arrêt. Il a que 27 ans. Mine de rien, ça fait un moment qu'on l'a dans notre radar, disons, Dave Souter. Il est passé par Genève au début. Après, il est parti en Amérique du Nord, à Seattle. Après, il fait Genève, Red Hat, Chaux-de-Fonds. Il fait 2 matchs à Fribourg. Il a quasi fait tous les clubs. Là, maintenant, il s'est quand même établi comme un défenseur de National League, voire plus, presque un international. Pas plus que presque. Comme tu disais, en 18, il était avec nous à Copenhague à un moment. Je pense que c'est un bon pari. Plusieurs clubs étaient dessus. Donc, Christian Dubé a dû se montrer assez convaincant. Alors ça veut dire Christian Dubé top? Quel Christian Dubé? Le coach, le directeur sportif? Le coach sur les 3 derniers matchs. Le coach est plus en arrivée. À part ça, il y a quoi, 10 matchs, 18 points? 1,8, c'est bien. 1,8 points par match. Mais comme on a toujours dit, il n'est pas tout seul. C'est réducteur de dire Christian Dubé coach ou pas coach ou ci ou ça. Maintenant, c'est un staff en place qui a été renforcé par Sean Simpson. Manifestement, c'est en train de porter ses fruits. Attention, long terme, c'est une phase très positive, mais attention au long terme. Maintenant, en tout cas, en termes d'implication et d'envie de sortir le club de la CAQ dans lequel il se trouve, top, oui. Maintenant, s'il s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est aussi parce qu'il a donné un contrat à Mark French qui portait encore sur la saison prochaine. Donc top dans la manière dans laquelle il s'est sorti de la CAQ, mais flop parce que, enfin voilà, si on doit utiliser cette dénomination de top et de flop. Mais en tout cas, ce qu'il fait depuis son arrivée à la banque, je crois qu'il a convaincu pas mal de monde. Flop, on peut aussi parler de la communication de Fribourg, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais s'il faut faire un petit bilan, c'était clair que la sortie présidentielle à l'égard de Christian Dubé était vraiment pas à propos, je dirais.
Sinon, flop, il y en a qui rigolent parce qu'ils mettent le grilleur de saucisses, le tenancier du grill de Saint-Léonard, parce qu'ils font référence à ce que tu disais l'autre fois. Il ferait mieux d'aller griller des saucisses, Noah Schneeberger. Faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Hein. Des fois, là, on est sans filtre, mais il faut faire un peu gaffe quand même. Mais toujours est-il qu'au-delà de la blague, Noah Schneeberger ne répond pas aux attentes. Alors là, ça pourrait aussi faire partie du bilan flop de Christian Dubé sur la signature d'un tel joueur qu'on pouvait penser étant là aussi aux portes de l'équipe nationale, où de temps en temps il faisait partie des derniers cuts, où il était en surnuméraire. Bah là non, il n'a pas répondu aux attentes depuis qu'il est à Fribourg. Puis moi j'ai un autre flop qui m'embête un peu, c'est Nathan Marchand. Il a aussi été cité par certains. Ouais, je comprends clairement parce que plafonne, hein. Il a toujours pas fait le moindre assist, même par hasard une fois en déviant des fesses un puck au bon endroit ou sur la canne d'un copain quoi. 15 matchs, 0 points. On parle quand même d'un ancien joueur qui fait le mondial junior, le mondial M20. C'était censé être le nouveau joueur de Fribourg qui sort du mouvement junior. Il y avait eu la vague Sprunger, la vague Bikoff, Motet, etc. Ouais. Puis là, tu dis, il y aura Nathan Marchand qui sera le prochain. Et à raison dans un certain temps, parce qu'il fait 10 points la saison d'avant, 14 points la saison dernière, la progression, elle était linéaire. Puis là, à 22 ans, il est vraiment en train de plafonner. Il a encore une année de contrat après cette saison. Mais pour moi, de ce début de saison, c'est un des flops de Fribourg. Est-ce qu'il ne pourrait pas être aller en Swiss League, peut-être, un peu, histoire de se relancer? C'est difficile pour un joueur qui a fait 14 points la saison dernière de dire va un moment en Swiss League. Mais... Ouais, c'est dur. Puis c'est un joueur qui a quand même un bon sens du but. Puis j'ai l'impression que chaque fois qu'il est en position, il met à côté. Quoi. Vraiment, le dernier match que j'ai vu de Fribourg, c'était à Berne, sauf erreur. Il se retrouve en excellente position, il ne cadre pas. Puis tu te dis, mais en confiance, c'est au fond du filet. Et puis là, il est vraiment en panne de confiance actuellement. J'ajouterais Lucas Letak que moi je trouve cata match après match et il me donne jamais tort en fait. J'adorerais avoir tort quand je trouve qu'un joueur est pas bon puis qu'il me dit tu vois. Ah, puis l'année passée au moins il marquait ses doublés. Donc un match de temps en temps il était là quoi. Et effectivement c'est pas le cas en ce moment. Ouais, Letak faut qu'il aille voir ailleurs quoi. Mais je me demande quel est son avenir dans la ligue. Je pense qu'il y a toujours, pour un mec qui peut mettre 10 buts par saison, il y a toujours une place dans la ligue. Mais je ne serait-ce qu'Ambry à la rigueur de retourner là-bas. S'ils en veulent. Mais là il montre ses limites cette saison, donc lui tu peux sans doute le mettre dans les flops. Il y a une question qui nous permet de parler de l'équipe de Suisse qui va aller à la Deutschland Cup tout soudain, là, qui va disputer ses 3 matchs. C'est Grégoire Aubaré qui dit le statut de néo international, et puis donc est-ce qu'il y a des contrats qui vont prendre l'ascenseur avec des sélections en plus? Finalement, est-ce que les sélections alibi d'une certaine manière? Et puis, du coup, que les clubs, ça leur fait un budget peut-être 10% supérieur. Parce que quand tu veux prendre un joueur, il a ce petit pourcentage en plus dans son contrat parce qu'il est international. Alors, c'est marrant que cette question vienne, parce que justement, je faisais des coups de fil dans ce sens-là pour prendre un peu la température de comment ça t'est vu, cette sélection-là, où on rappelle qu'il y a des joueurs comme Thierry Bader, comme... on peut dire les nôtres aussi, ou même on parlait d'Egli avant, ou Carrère, Lecoultre qui sont présents. C'est la volonté de Patrick Fischer d'ouvrir les portes de son vestiaire au plus grand nombre. Donc oui, forcément, ça donne des sélections à des joueurs qui n'en mériteraient pas si la meilleure équipe possible était sélectionnée. Mais c'est le but du jeu. Donc j'ai appelé plusieurs agents et plusieurs directeurs sportifs à ce sujet en me disant, est-ce que ça change quelque chose sur le marché? Et la réponse est catégorique. Absolument pas. Ça ne change rien au contrat du joueur. Le statut d'international est pris en compte quand un joueur commence à faire un championnat du monde. Et encore, de toute façon, le contrat va se signer, ça signe maintenant. Donc en fait, le début de saison est beaucoup, beaucoup plus important que ne l'est la participation au championnat du monde de fin de saison finalement. Alors celui d'avant, tu me diras, il entre en ligne de compte aussi. Mais vu que on est beaucoup dans le présent et dans la réaction à ce qui vient de se passer, ça change pas grand-chose. Et donc non, à aucun moment, si Lecoultre venait à se retrouver sur le marché l'année prochaine, c'est pas parce qu'il a fait 2 matchs de Deutschland Cup à Krefeld que d'un coup il va pouvoir demander 10% supplémentaires. Ce qu'on m'a dit par contre, c'est qu'au contraire, c'est presque une reconnaissance du travail fait par les clubs, et que dans ce sens-là, si
il y avait une pensée secondaire au moment de faire des sélections. Patrick Fischer pourrait plutôt se dire, bah là, je vais plutôt montrer que tel ou tel club fait du bon travail en sélectionnant certains de ces jeunes joueurs. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Si vraiment il y avait il y avait quelque chose derrière, ce serait plutôt de se dire, bah, je gratifie certains clubs en mettant en avant leur formation. Mais non, ça va pas coûter plus au club pour cette raison-là. Par ça, Luca Ischier, c'est assez amusant parce qu'il est sélectionné, il était pris à la place de Damien Ria, on en a parlé, qui s'est blessé à la tête. Puis Luca Ischier était longtemps blessé. Il était longtemps blessé, il est revenu. Le partenariat Davos Ticino Rockets marche très très bien. Ouais. Et Reto Raffaner en parle dès qu'il peut aux conférences de presse d'avant-match, où d'ailleurs il fait tout un show à chaque fois. C'est chouette d'être présent au match de Davos parce que Raffaner vient et dit les choses. Petit aparté, on parlait de la communication des clubs. Et là, il y a aucune cible parce que Davos est le seul à le faire de manière aussi ouverte. Mais quand Raffaner vient et dit, bah voilà, l'exemple que j'ai eu une fois, c'est Perttu Lindgren. Il était grippé ou pas bien mardi, donc voilà, vous l'avez sûrement vu sur la glace. Mercredi, il n'est pas venu à l'entraînement tellement il était mal. On est vendredi aujourd'hui, donc il a eu qu'un entraînement dans les pattes hier, le morning skate aujourd'hui. Voilà, Heinen, il a ceci, tac. Après, il dit Luca Ischier, il fait 3 matchs en bas à Ticino Rockets. Je rappelle que le partenariat avec Ticino, il se passe comme ci, comme ça. C'est jamais une punition d'envoyer un joueur là-bas. Au contraire, on va les remettre en forme. Et il explique vraiment toute sa réflexion. Et c'est passionnant en fait. Et cette ouverture, moi je la trouve tellement positive. Comme ça, nous, il n'y a aucun journaliste qui va commencer à se poser des questions. Ah ouais, tu vas pas gratter un truc puisqu'il te dit tout. Ouh là là, Luca Ischier, il est envoyé à Ticino, est-ce qu'il y a un problème? Non, il vient nous expliquer. Ou Perttu Lindgren n'était pas à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, on cherche. Hein. Non, il vient et te dit exactement tout ce qui se passe. Et cette ouverture-là, pour moi, elle est exemplaire. Et je pense que certains clubs, certains 11, vu que Davos est vraiment précurseur, mais je pense que s'inspirer de ce que fait Davos, ce serait vraiment une super chose, parce que eux, ça leur change rien, honnêtement. À aucun moment, il va nous dire tapez pas sur la main de tel joueur parce qu'il a le métacarpe cassé ou le métatarse cassé. Non. Absolument pas. Il va pas aller aussi loin dans les détails. Par contre, il va donner plein de petites infos intéressantes. Et donc voilà, j'ai petit aparté. Mais c'est très 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 bien. Et puis il y a une autre question. Sébastien Tellet qui demande de plus en plus de sanctions pour diving embellishment, donc des exagérations lors des plongeons, exagérations de fautes. Elles sont davantage punies ou il y a un changement des mentalités parce qu'il a regardé sur Analyze Data 14 punitions, 14 amendes en 2017-2018, 9 en 2018-2019, mais déjà 9 en 2019-2020 alors qu'on est au début novembre. J'ai l'impression qu'ils sont plus pointilleux sur les diving. Il y a de temps en temps où je me suis dit, on est vraiment vraiment sûr là qu'il a plongé et il en a rajouté ou pas. Et je pense qu'ils sont très très pointilleux, ils ont tellement peur que ça... Plus que sur les 5 plus matchs, hein, un petit peu plus, ouais. Et je pense qu'ils ont tellement peur que ça prenne de l'ampleur, les simulations, ouais. Les embellishments, que... Ils sont très pointilleux et très regardants sur ce point de règlement. Bonne chose, oui quand même dans un sens. Moi j'ai bien aimé cette semaine, il y a eu deux cas, un en Allemagne et un en NHL de joueurs qui ont provoqué une pénalité et qui sont allés tout de suite dire à l'arbitre non, Voracek pour Philadelphie, et je me souviens plus du nom du joueur en Allemagne, qui sont tout allés dire à l'arbitre non, Voracek a dit il m'a pas touché le visage. Voracek a un geste de recul, se tient le visage, mais je pense qu'il a juste peur de la canne parce que ça vient très fort. 3-3, il reste 5 minutes. Hein. Donc si la pénalité est donnée, en gros, il gagne presque. Il y a une chance, une bonne probabilité de gagner le match. C'est génial ça. Chapeau, franchement chapeau. Et ouais, si ça peut, ça aussi faire se démocratiser de temps à autre, de dire bah non, l'arbitre s'est planté. Non, il m'a pas fait trébucher. Oui, ça aurait fait gagner mon équipe, mais pour la beauté du jeu en fait, parce que c'est ça, si tout le monde a cet état d'esprit, bah, c'est utopique, hein, j'en ai complètement conscience, mais que de temps en temps ce genre de geste existe, bah, c'est assez chouette et bah, c'est à l'inverse de la question de Sébastien, mais je trouve que c'était bien de le noter aussi. Tu parles de Voracek, ça me permet d'enchaîner avec la NHL. Il est bien fait ce script quand même avant. Hein. C'est Patrick Suner qui demande si on pouvait parler du contrat de Josi, du fait que Fela était blessé entre guillemets, et puis de As qui fait l'ascenseur. C'était sans le vouloir, As ascenseur, mais voilà, c'est comme ça. En l'occurrence, maintenant, il s'est établi un grand mot, hein, mais il a joué et il a marqué son premier but
avec Edmonton. Je Voilà. crois que d'ailleurs que ça t'a fait sourire quand t'as vu l'image du but de Non, mais Haas. C'est une déviation. Hein. Le pauvre, il dévie le puck, il le met au fond, il est tout content dans son coin. Les 3 autres, ils vont féliciter Cassian. Et il est là, il a marqué son premier but, puis tout le monde s'en fout. Les caméras, elles sont sur le copain qui a pas dévié le puck. Mais qui a une moustache. C'est Ouais. November. Exactement. Ouais, c'était presque un peu triste en fait comme image, mais ouais, je suis hyper content pour lui qu'il a marqué son premier but par contre. D'ailleurs, en parlant de Gaëtan Haas, ce qui était assez amusant, c'est qu'il était parti pour, visiblement, tu parlais de Raffiner qui expliquait bien, là il avait un moment de reconditionnement, si on veut, en AHL qui était censé durer 6 matchs. Puis au bout de 2, hop, il est rappelé à Edmonton et il est réintégré dans le line-up, ça marche plutôt pas mal. Donc, il joue une petite dizaine de minutes par match. Il y avait... Est-ce qu'on pouvait s'attendre à plus? Non, franchement. Non, c'est très bien. 10-12, il se fait sa niche actuellement. Il y a eu 7 là, le dernier match, mais bon, il marque. Donc je pense autant jouer 3 minutes de moins, mais d'avoir le but à son actif, c'est pas perdu sur le long terme. Donc non, je pense que c'est en train de bien évoluer pour Gaëtan Haas actuellement du côté d'Edmonton. J'allais dire mieux que pour Fiala. Fiala, là, il marque, donc ça va un peu mieux, mais c'est compliqué. On a l'impression qu'il est... On se rappelle, quand il était en Suède, c'était un joueur qui avait un fort caractère, si je puis dire, hein, qui écoutait pas forcément toujours ce qu'on lui disait, qui en faisait un peu qu'à sa tête. C'est un drafté en 11e position, donc il y a un fort pédigré. On sait qu'il a beaucoup de talent, mais des fois, il faut réussir à le cadrer. Il a un contrat à 2,5 millions, 3 millions du côté de Minnesota. C'est un contrat très facile à bouger. D'ailleurs, il peut devenir un asset, comme tu aimes dire, hein, selon les termes utilisés en Amérique du Nord. Un très bon complément. Si quelqu'un se dit, moi je vais prendre le risque Kevin Fiala, le risque il n'est pas énorme parce que le contrat n'est pas énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était re-signé justement à ce prix-là. Finalement. Exactement. C'est-à-dire on préfère le garder, même si on n'est pas convaincu que notre avenir commun existe. Mais on perd pas un joueur qui a potentiellement de la valeur parce qu'on rappelle quand même que c'est un joueur qui a tapé 50 points ou 40. Il est à 48 points sauf erreur. Avec 23 buts. Voilà, en 17-18. Donc 23 buts, mine de rien, c'est une valeur. Même si après, c'est un peu plus difficile la saison dernière. Au mondial, il finit quand même avec quasi 1 point par match, donc 4 buts. Mais il y a ce côté un peu, en allemand ils disent Sorgenkind, enfant à problème, disons, et c'est vrai qu'il accumule les périodes un peu difficiles où c'est vrai que son caractère, apparemment, ça doit pas être simple à gérer. Après, ça fait aussi partie de. Certains joueurs ont. Du package. Mais voilà, tu sais que tu prends tout, tu pourras pas décider que l'aspect caractériel, tu l'auras pas avec Kevin Fiala. Ma foi, ça fait partie du jeu. Minnesota a accepté de leur signer, ma foi, qu'ils assument ou alors qu'ils le transfèrent. Ça pourrait être un move qui va arriver dans pas trop longtemps avant la deadline. Sbiza, on parle de contrat. Alors là, on avait aussi eu cette question à propos de Lucas Sbiza qui s'entraînait avec les Highlanders. Il faisait plus partie du club, mais il avait le droit de rester dans l'environnement. Et puis, tout d'un coup... mais finalement non, je dis des bêtises parce que s'il était passé par les waivers, c'est qu'il faisait encore partie d'une manière ou d'une autre des Highlanders. Et Anaheim décide de le prendre, le fait signer. Donc on écrit que normalement c'est bon, il a signé Anaheim selon des insiders de NHL très connus, donc pas de problème. Et puis finalement, comme il a signé un one-way, il est obligé de repasser au ballottage une deuxième fois pendant 24 heures. Et à ce moment-là, Winnipeg se manifeste puis dit « Ouais, coucou, merci. » Alors, plutôt que d'aller en Californie et de retourner finalement à Anaheim où il avait joué, il se retrouve à Winnipeg. C'est un peu deux salles, deux ambiances entre le soleil sympathique de Californie, même au mois de novembre, et puis le début d'hiver très très rude qu'il va affronter au Canada. À l'échelle suisse, en gros, il a signé un contrat au HC Lugano. Puis finalement, Lugano a dit « Ouais, tu vas à Ticino un moment. » Puis il y a le HC Labrévine qui a dit « Nickel, tu viens chez nous un moment. » Et là, il se retrouve au HC Labrévine. Donc je pense qu'il faut qu'il change un petit peu les habits dans sa valise. Il a dû changer les habits dans la valise, quoi. Mais il joue, et puis du coup, là, personne n'a décidé de le reprendre. Donc finalement, Winnipeg a pu lui faire signer un contrat one-way. Ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est pourquoi Winnipeg ne s'est pas manifesté dès le départ, finalement. Mais peut-être que Anaheim avait le waiver claim. En fait, c'est la façon... il y a un classement. Ils peuvent choisir avant, et peut-être que Winnipeg ne pouvait pas le choisir avant.
et que Anaheim était premier. C'est une possibilité. C'est rigolo quand même qu'un joueur, il avait un contrat à laisser aux Islanders quand même à la base, se retrouve à être réclamé par 2 clubs dans la foulée. Ça va vite finalement. Et là maintenant, il a déjà joué 3 matchs avec Winnipeg, peut-être 4 s'il rejoue la nuit suivante, vu qu'on a un jour de décalage entre l'enregistrement et la publication. Mais c'est étonnant comme ça va vite. Et puis on termine cet épisode en parlant du contrat de Roman Josi. Enfin, j'ai envie de dire payé à sa juste valeur. 9 millions, 0,59. Petit clin d'œil à son numéro. 8 ans, donc 72 millions. On avait parlé du contrat de Nico Hischier qu'on trouvait un petit peu élevé parce qu'il a moins prouvé. Roman Josi, je crois qu'il n'a pas besoin de prouver. Par contre, il va le signer, ça va entrer en vigueur quand il aura 30 ans. Mm-hmm. Et c'est jusqu'à 38 ans. Et là, en fait, on te remercie, en gros, parce que quand il aura 38 ans, je suis persuadé qu'il ne pourra plus valoir 9 millions, même s'il est exceptionnel. Il y aura quand même une dégradation compte tenu de son âge. Ils payent tout ce qu'ils n'ont pas payé avant, en gros. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'ils se touchent 72 millions, mais c'est tellement mérité. Je suis tellement content pour Roman Josi qui est exceptionnel. Petit clin d'œil aussi, il avait signé pour 7 ans et 28 millions. On rajoute 72, on arrive à 100. Beau chiffre rond. Ouais, il est peut-être psychorigide, monsieur Josi, entre le contrat avec son numéro 90-59, la valeur de son salaire. Équipe de Suisse, et puis voilà. 90, et puis près de Nashville 59. Mais effectivement, je pense que tu peux dire que Nashville l'a signé pour 14 ans et 100 millions à l'époque. Et puis du coup, si tu dilues le contrat comme ça, tu dis il y a eu un prix favorable pendant 7 ans. Puis là, maintenant, il est à sa juste valeur. Puis si à la fin, il est un peu surévalué, enfin surpayé, disons. Et encore, à part ça, il a un jeu qui devrait quand même vieillir de manière assez simple, disons. Mais l'équipe de Suisse, c'est une nouvelle énorme. Ça veut dire que Roman Josi, s'il est en santé, si Nashville n'a pas la bonne idée d'aller gagner la coupe, il sera présent à Zurich pour le mondial, finalement. Parce que si Josi et Hischier n'avaient pas été signés tôt dans la saison, étaient entrés l'année prochaine free agent, ils n'auraient probablement pas joué le mondial. Et là, maintenant, Patrick Fischer, je pense qu'il a dû déboucher une bouteille à chacune des signatures de Nico Hischier et de Roman Josi. Et Timo Meier aussi, mais c'était avant. Donc. Voilà, mais ça, pour le championnat du monde en Suisse, c'est des sacrées bonnes nouvelles. On visait l'heure de jeu pour ce podcast. On est plus ou moins dans les temps pour une fois, on n'a pas débordé. Petite pause, mais finalement très 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 petite la pause, vu que les matchs recommencent dès mardi prochain. Et qu'on sera là mercredi. Et on sera là mercredi d'une manière ou d'une autre. Donc d'ici là, profitez quand même de ce week-end sans hockey. Ne vous morfondez pas trop sans le hockey. Ou alors regardez la Deutschland Cup. Voilà, chez nos amis de MySports. Exactement. Et d'ici là, vous avez la possibilité de nous écrire toutes vos questions. On va essayer de sortir une capsule Hockey Manager d'ici là aussi, vu que les transferts seront à nouveau disponibles enfin. Et on est toujours présent sur Twitter, sur Facebook, etc. Écoutez-nous sur Spotify, SoundCloud, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bref, la totale quoi. Profitez bien de ces quelques jours de congé. Bonne semaine.